Bonjour à tous et merci de suivre La Grande Hache. Il y a plein de manières de faire de l'histoire, plus ou moins spécialisées, plus ou moins conceptuelles ou tournées vers l'interprétation, plus ou moins politiques aussi. Aujourd'hui, nous recevons une historienne qui est aussi une philosophe et une militante politique, Silvia Federici. Merci beaucoup, Silvia Federici. Merci à vous D'être avec nous. Silvia Federici est très connue en France parce qu'elle a publié, en traduction donc française en 2014, un livre qui s'appelle Caliban et la sorcière, il est ici, et qui est sous-titré Femmes, corps et accumulation primitive. Un livre qui est finalement intervenu à un moment, il a peut-être aussi contribué à ça en France, où il est devenu moins difficile de se dire féministe. Un moment de renouveau, je dirais, du féminisme, avec d'ailleurs un personnage central dans ce nouvel imaginaire militant qui est un peu emblématique de la fierté renouvelée d'être une femme, de la fierté de l'histoire des femmes qui ne sont plus cantonnées à un rôle de dominée passive dans l'histoire. Je veux parler du personnage de la sorcière, précisément. On va en reparler. Et puis, un deuxième livre est paru très récemment en français, Le capitalisme patriarcal. Silvia Federici est en France en ce moment pour présenter ce livre, et c'est comme ça que nous avons la chance de l'avoir avec nous. L'un et l'autre livre, on pourrait peut-être commencer par là, me semble-t-il, représentent deux étapes d'un grand récit, d'une très longue histoire que vous prenez en charge à travers les siècles. Caliban et la sorcière, d'abord, donc. De quoi est-ce l'histoire? Qui est Caliban? Qui est la sorcière? I like to say, first of all, that Caliban and the Witch, it's a very important part of a whole process that feminists in the 1970s began to reappropriate, recuperate women's history, as we discovered that most of the history about women had been written by men, and very, very little existed, in fact, about the issues that were central, that the feminist movement was discovering essential to women's life, women's experience, women's politics. Caliban and the Witch has been an attempt and was directed to a rethinking of the process of what Marx called primitive or primary accumulation, which Marx describes as the process that created the condition for the development of a capitalist society. And le décollage du développement, finalement. C'est ça, le décollage dans le grand processus d'expansion industrielle, économique, qui se fait en Occident. Oui. And the idea of beginning this history, of doing this work, came from the fact that when we turned to Marx to understand the specific condition of women's exploitation, women's oppression in capitalist society, we were very disappointed. We didn't find in the major work of Marx, the Capital, the Grundrisse, we didn't find an analysis of all the particular forms of work that we, in the 1970s, had identified as crucial, to the position of women, the exploitation of women in capitalist society. The activities that, can be reunited, can be conceptualized under the concept of reproduction. The activities that reproduce our life every day, like procreation, the caring of children, domestic work. We didn't find anything. No, Marx speaks of, women's work, but only in the factories. He speaks of the industrial workers, but he doesn't speak of the whole area of the domestic work. Il laisse complètement de côté, dans l'ombre, finalement en rabattant du côté de la nature, me semble-t-il, de quelque chose qui serait intemporel, un donné naturel. En fait, ce que vous identifiez comme une masse énorme de travail est tout à fait primordial pour l'accumulation primitive, à savoir la domesticité et la reproduction, que vous envisagez en termes marxistes, alors que Marx ne le faisait pas, contre Marx, comme un travail, en montrant à quel point c'est indispensable au fonctionnement de ce système.
we had already analyzed, the situation of women in our society, and we already had identified reproduction as very crucial. And from that point of view, for me, it was indispensable to also look again at the history of capitalist development and look at it from the point of view of reproduction. Et alors finalement, les deux livres représentent deux étapes historiques, si on veut. Enfin, en tout cas, moi, en les lisant, c'est comme ça que je les ai vus. Vous faites cette histoire philosophique et politique, marxiste et féministe, de la place du travail féminin, place active et cruciale dans le développement capitaliste à partir de la fin du Moyen-Âge. Premier temps, c'est l'époque moderne, les siècles modernes, 15, 16, 17e, 18e siècle. Et deuxième temps, c'est le 19e et le 20e siècle. Le tout envisagé depuis un point de vue qui n'émerge que dans les années 60-70 du 20e siècle, c'est-à-dire une prise de conscience par les femmes de leur agentivité, de fait qu'elles doivent faire elles-mêmes l'histoire de leur action, de la capacité qui a été la leur d'être au cœur du système. With not the experience of, with our analysis of our situation, we began also to look back, to understand that the history that we have been given. Cette lutte nous a donné la possibilité, la nécessité, pas la possibilité, la possibilité et la nécessité de récupérer le passé. C'est très intéressant parce que finalement, c'est une connaissance qui émerge d'un combat, c'est-à-dire une prise de conscience politique dans le présent vous amène à faire émerger des faits du passé qu'on n'avait pas vus. And I think this is always the case. I think that the big change in theoretical category, in intellectual thinking, is always promoted by social movement. Comme quoi, le passé dépend du présent. Et ça paraît un peu paradoxal. Yeah, social movement, disarticulate, dismantle the category. They question what is being considered as accepted, and they create a new the consciousness of another possibilities, and that operates not only in the present but also in the reading of the past. En découvrant finalement cet impensé de Marx, ce phénomène pourtant massif qui est la contribution cruciale des femmes à la reproduction de la force de travail et à son entretien par la domesticité, vous créez un nouvel objet d'histoire et vous écrivez ce livre donc avec ces deux figures centrales. Est-ce que vous pouvez nous dire, pour qu'on reprenne un peu les choses dans l'ordre, qui est Caliban et qui est la sorcière dans cette histoire? Caliban, I find it easier to speak French at this point. Then go on in French. If you speak English, I speak English. Okay. But if you speak French, then it's easier for me because it's too much. Allez-y en français, c'est pas grave. Bon. Alors, Caliban est le protagoniste de La Tempête, le livre de Shakespeare. Une des dernières pièces de Shakespeare. Yes, la dernière pièce de Shakespeare. Et Caliban est le sujet colonial. C'est l'indigène, finalement. C'est l'indigène. C'est l'homme qui a été l'indigène, qui a été colonisé pour Prospero, qui est l'européenne. Prospero, c'est l'européen. C'est le conquistador. Caliban est présenté toujours comme if il était presque un animal. Et il a une conscience très forte de son assujettissement. Non, il se lamente toujours. Non, c'est une esclave qui n'a pas été domestiquée. Il est déshumanisé. Il n'a pas été complètement, il n'a pas été complètement détruit dans sa subjectivité. Non. Il garde une conscience de son état et de sa situation. Naturellement. Et il a été pris dans les années 60. Caliban a été pris dans la littérature anticoloniale comme le symbole de personnages esclavisés, colonisés, indigènes, et comme aussi un personnage qui a anticipé la révolte. Qui porte en lui la potentialité de la rébellion contre son État. Il le subit, mais en même temps, il est en révolte. Et dans La Tempête, on dit que Caliban est le fils d'une sorcière. Mais la sorcière, il n'y a pas. Dans le livre, dans la pièce théâtrale de Shakespeare,
la sorcière n'est pas là. Non? Mais Shakespeare dit qu'elle était très, très puissante. Elle pouvait mouvoir le mer, elle pouvait faire beaucoup, beaucoup de choses. La mère de Caliban est une sorcière. On ne la voit pas, non? Elle est seulement nommée. C'est ça qui m'a donné l'idée. C'est ça qui m'a donné l'idée d'user Caliban et la sorcière pour le titre d'un livre sur l'accumulation originaire. Parce que je voyais à ce moment-là, lorsque j'ai commencé mon travail, je voyais une connexion très, très directe, non, entre l'histoire des femmes, non, des femmes dans le développement du capitalisme et aussi l'histoire de tout un monde de sujets, non, comme les esclaves, comme les indigènes, les colonisés, les colonisés, qui n'ont été pas reconnus, non, beaucoup, ou centralisés dans l'histoire que les socialistes, les penseurs socialistes nous ont donnée de cette période et de ce développement. Il y a une homologie entre cette énorme masse de travail non payé, non salarié qui est fournie par les masses de travailleurs colonisés, d'un côté, ou par les femmes. Naturellement, parce que toute la tradition marxiste nous a donné une vision du développement du capitalisme qui est centralisé sur les travailleurs industriels, ou sur les paysans qui est expulsé de la terre et qui va se convertir dans un travailleur salarié et qui, à la fin, devient travailleur industriel. Alors, Marx nous donne une vision du développement capitaliste qui toujours garde à l'usine, à la révolution industrielle. Centré sur la technique, l'industrie de masse. Aux travailleurs industriels comme le sujet de l'accumulation capitaliste et comme le sujet de la révolution qui va porter la société communiste. Non. Pour moi, ça, c'était pas plus possible. Non, alors, le livre a été écrit pour écrire une autre histoire, qui est vraiment connectée à l'histoire que Marx nous a donnée. Mais ce n'est pas seulement d'ajouter un chapitre. C'est très important pour moi de dire que ce n'est pas seulement ajouter, c'est vraiment regarder l'histoire entière d'une façon nouvelle, non? En la regardant du point de vue d'autres sujets historiques. Non? Et je crois qu'on ne peut pas donner l'histoire du capitalisme à partir d'un sujet historique, seulement du travailleur salarié. Non? Il faut beaucoup de voix, beaucoup d'histoires. Non? Il me plairait maintenant d'écrire une histoire de l'accumulation originaire et du développement capitaliste à partir du point de vue des enfants. Non? Of course, lorsqu'on dit enfants, on dit enfants très différenciés. Parce qu'il y a les enfants des esclaves, non, qui étaient vendus au marché. Il y avait les enfants du prolétariat européen. Alors, c'est pas, non, on ne peut pas universaliser. Comme on ne peut pas universaliser lorsqu'on parle de femmes. Naturellement, il y a tant de femmes différentes. Mais dire femmes, c'est introduire dans l'histoire des thématiques, non, qui ont été toujours invisibilisées. La thématique, comme je dis, de la procréation, de la sexualité, du travail domestique, tout ça, non? Qui s'est donné d'une façon très différente. Parce que les femmes esclavisées, non, souffraient une brutalisation et une exploitation plus intense. Mais en même temps, il y a des éléments communs. Non? Entre les femmes des différentes classes sociales. Oui, comme la procréation, etc. Non? Et c'est pour ça que je crois qu'il a fallu, il m'a semblé très important, non? Expand, d'étendre, open up, d'ouvrir, ouvrir, d'élargir une vision plus large. Et alors, si on en reste pour l'instant à l'époque moderne, au premier siècle d'essor progressif donc, du capitalisme, pourquoi est-ce que la sorcière est si emblématique de la condition féminine?
vous vous êtes plongé dans l'histoire de la sorcellerie, oui. vous avez lu les histoires de la sorcellerie, Oui. et vous avez vu dans la chasse aux sorcières, Oui. dans les persécutions contre les sorcières, un mécanisme de répression, justement, de mouvement d'émancipation de la part des femmes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, beaucoup de choses. Pour moi, la chasse aux sorcières a eu beaucoup de buts. Avant tout, détruire le pouvoir social des femmes. Le pouvoir social qui avait grandi dans la lutte contre le pouvoir féodal. Par exemple, nous savons maintenant que les femmes avaient une position importante dans le mouvement hérétique, qui n'étaient pas des mouvements seulement religieux. Il avait un caractère social aussi. Et les femmes étaient très importantes de ce mouvement. Non? Alors, aussi, non, le capitalisme ne peut pas se développer sans changer toute la conception de la vie, de valeurs, de ce qui est important, qui ne l'est pas. Et bon, discipliner les femmes est très important parce que les femmes sont le réseau, non, sont le sujet, non, qui tient la communauté unie. Mais plus en particulier, je crois que la chasse aux sorcières a permis à l'État de ce que je dis, approprier non, du corps des femmes. Non, a permis à l'État, a été un instrument de l'assujettissement de la femme et du corps des femmes non, à le dictat de l'État. Non, parce que, non, pourquoi? Parce qu'avec le développement du capitalisme, non, la capacité reproductive des femmes, sa capacité de créer non, de nouvelles vies et de nouveaux travailleurs, non, gagne une signification très importante dans l'économie capitaliste, non, qui commence à voir la force travail non, comme le soutien, comme la source plus importante de l'accumulation de la richesse. Alors que le corps de la femme et la procréation non, se font éléments économiques fondamentaux. Contrôler le corps de la femme, c'est contrôler le marché du travail, c'est un moment essentiel de la définition non, du marché du travail, avant tout. Aussi, discipliner la sexualité féminine. Non? La sexualité est peut-être une chose très, très dangereuse, peut non, subvertir la discipline du travail. Non? Les relations des classes, les différentes des classes. Il y avait des sorcières, des femmes qui avaient été accusées d'être sorcières parce qu'elles avaient des relations avec des gens qui étaient plus riches non, d'une autre classe. Parce qu'elles transgressaient les limites de classe. Oui, la fascination des femmes. Ce qui perturbe le fonctionnement de la production. Et aussi, non, la sexualité le capitalisme a cherché d'user la sexualité féminine dans une forme productive, de la connecter à la procréation, non, et de la discipliner, de ne permettre que la femme pouvait user sa sexualité dans une forme autonome. Du point de vue de l'histoire de la sorcellerie elle-même, que je connais un peu, votre thèse a une grande force qui est celle en particulier d'expliquer ce que les historiens, à ma connaissance, n'expliquent pas vraiment, qu'à partir de la fin du Moyen-Âge, on se soit mis à persécuter non plus les sorciers, mais les sorcières. Parce que vers la fin du Moyen-Âge, il y a autant de sorciers que de sorcières. Hein, au XVe siècle, quand ça commence, enfin, XIVe siècle, quand c'est pas encore la chasse aux sorcières, mais qu'on commence à brûler quelques personnes accusées de jeter des sorts. À partir du siècle fin, siècle XV, Xe, bizarrement, tout à coup, à partir du XVe siècle, les femmes deviennent de plus en plus majoritaires. Alors que ce n'est pas du tout le cas au début. Il y a autant de sorciers que de sorcières au tout début, à la fin du Moyen-Âge. Et puis, ça devient quasiment exclusivement un phénomène tourné vers les femmes. En effet, à partir du XVe, du XVIe siècle, au XVIe, au XVIIe siècle. Et ça, personne n'en rend compte. Et les démonologues l'ont théorisé. Ils ont théorisé... Les démonologues, Les démonologues, ils ont dit que la femme est un être inférieur aux hommes. Elle est plus facilement séduite par le diable, parce qu'elle n'a pas de raison. Parce qu'elles ne peuvent pas contrôler ses passions, ne peuvent pas contrôler son extinctualité.
non? Donc il y a toute une ontologie finalement Oui, politique et religieuse de ce qu'est la femme, qui est fonctionnelle finalement à la nécessité d'assujettir le corps féminin. Hommes. Et je crois qu'il a contribué beaucoup à dévaloriser l'image des femmes, la position sociale des femmes. Et comme tu as dit, à justifier la suggestion des femmes aux hommes. Oui. Et la chasse sorcière a contribué à briser, non, comme on dit, détruire la solidarité entre les femmes. Parce qu'il y avait un moment où être vu avec des amis pouvait être dangereux, non? Parce qu'on dit... Parce que dans le Moyen-Âge, non, les femmes travaillaient collectivement, toujours. Il y avait beaucoup de reproduction collective, coopérative. Alors, non, comme dans beaucoup de pays, les femmes travaillaient avec femmes et... Alors là, ça rejoint une de vos grandes thématiques, qui est celle, finalement, de la destruction des communs et de la place des femmes dans l'existence et le développement de ces communs. C'est-à-dire détruire le commun comme ça a été fait, on sait bien, au moment où le capitalisme prend son essor pour justement briser les modes de vie horizontaux, les systèmes de production communautaires, ça passait par l'assujettissement des femmes et l'empêchement de leur agentivité, pour parler en jargon, les empêcher d'agir. Ici, il y a une relation très étroite entre le passé et le présent. Il y a une activiste sociologue féministe, Rita Segato, en Brésil, non, qui a fait des études, des investigations, non, sur la violence contre les femmes aujourd'hui, par exemple au Mexique, au Brésil, non, et elle a dit, non, que cette violence, la source de cette violence, beaucoup de fois, c'est la politique de l'extractivisme, non? L'extractivisme, c'est ça, c'est-à-dire la mise en valeur à outrance. À déplacer beaucoup de gens de la communauté qui doit être destinée à l'investissement dans les mines d'or. Ça rejoint la question écologique, la question de l'exploitation au maximum des ressources naturelles. Et elle dit qu'attaquer les femmes est la forme plus efficace pour déplacer les gens. Parce que ça détruit les communautés, parce que la femme, la femme est le soutien de la communauté. La solidarité. Et aussi parce que détruire les femmes mande un message de terreur. Parce que la femme toujours est vue comme le symbole de la vie. Non? Alors, et je crois que ça a une connexion aussi avec l'histoire de la chasse sorcière. Non? Que l'attaque à femmes avec l'accusation de sorcellerie a été très efficace, non, pour désarticuler, non, une communauté qui était déjà sujette à une attaque par la privatisation de la terre, non, une attaque économique et féodale, des prix, parce que c'est la période de la révolution des prix. Non, l'argent vient de l'Amérique, les prix du grain, des choses plus essentielles pour la vie, continuellement va augmenter. C'est l'explosion de la terre, alors les vagabonds, non? C'est une communauté, la chasse sorcière, non, a lieu dans une communauté qui est sujette à beaucoup, non, des attaques. Non. D'accord. Et ce que je trouve assez fascinant aussi, c'est que en partant donc de lutte des années 60-70, de la prise de conscience des femmes, de leur potentialité d'action, on trouve dans le passé de nouvelles facettes, et même plus que des facettes, quelque chose qui est absolument central et qu'on n'a pas vu. Et puis, en retour, aujourd'hui, cette histoire de la destruction du communalisme et des communs qui passent par l'assujettissement des femmes, ça renvoie à un combat actuel contre le néolibéralisme qui passe justement, vous montrez très bien dans ce dernier livre, par une reprivatisation, un empêchement de tout ce qui est commun, de tous les modes de production horizontaux, non dirigés vers le profit, mais vers une création de valeur qui n'est pas monétaire, qui est sociale. Naturellement. Et je veux dire que aussi, surtout dans l'Afrique et dans l'Inde, non, il y a de nouvelles chasses sociales aujourd'hui que je crois sont très, très connectées à ce que tu dis, la privatisation des terres, la destruction du bien commun, pas seulement le bien commun, mais la relation
entre les gens, la relation communautaire. Les relations sociales. Yeah. Les réseaux La vie sociaux. sociale, finalement. La vie sociale comme valeur, comme fait de valeur de vie et pas valeur d'échange, pas valeur de marchandise. Alors, si on continue avec la deuxième étape de ce très grand récit que vous prenez en charge à travers les âges, historico-philosophique, guidé par Marx, à la fois avec Marx et contre Marx. La dernière étape, donc, c'est ce livre-là. Yeah. Et il me semble que l'intrigue principale, de plot, ce que vous nous racontez, c'est comment, en passant de la première à la deuxième révolution industrielle, quelque chose se joue qui est fondamental, qui est fondamental concernant et que Marx n'a pas vu. le travail féminin. Yeah, absolument. Marx n'a pas vu, non, que même pendant qu'il était en train d'écrire le Capital, il y avait une réforme, une réforme de la famille. Qui était en cours dans les usines anglaises, c'est ça? Qu'il était en cours, une réforme de la famille que dans 20 années, 10 à 10, 15 années, aurait porté à un nouveau type de patriarcat. Un nouveau type de relation patriarcale. Il y a une transition qui se joue sur quelques décennies à ce moment-là. Quand Marx écrit, Parce et il ne la voit pas. Il ne la voit pas. Il voit vraiment que, non, qu'il y avait une crise de reproduction des travailleurs industriels. Non, que les salaires étaient tant bas. On est dans les années 1840, 50, 60. Oui, les heures de travail étaient très longues. Et alors que dans tous les centres industriels, non, les ouvriers généralement pouvaient mourir à 30 ans, 35 ans. On est dans une phase d'exploitation absolument aiguë, absolue, de la force de travail, jusqu'à la mort et au remplacement des travailleurs. Et ça, c'est la première révolution industrielle. Et dans la même période aussi, il y a toute une grande proteste. C'est le commencement du mouvement syndicaliste. En Angleterre, c'est le chartisme. Non, il y a beaucoup de révoltes. C'est ce que Victor Hugo montre dans Les Misérables. C'est cette vraiment. condition absolument abominable. La classe du capitaliste se rend compte qu'il y a une crise de reproduction, une crise pour la proteste sociale. Et dans ce premier état, la place des femmes, la place des femmes. Quelle est-elle, justement, pardon? Et aussi les femmes, des hommes, non, il y a vraiment toute une littérature, surtout les inspecteurs qui vont dans les usines, qui vont dans les quartiers industriels, non, qui toujours vont à lamenter que les femmes n'ont pas de l'instinct de la maternité, qu'ils ne font pas du travail domestique. Elles abandonnent les fonctions féminines pseudo-traditionnelles. Et ils s'en plaignent. Parce qu'elles sont exploitées à un tel degré, 14-16 heures par jour. Ça, c'est le contexte pour la création, non? Pour la réforme. C'est une réforme historique très importante. Une réforme qui a beaucoup d'éléments. Avant tout, l'augmentation du travail masculin, qui va augmenter. Il va augmenter, c'est-à-dire le salaire. Le salaire des ouvriers va être augmenté. Des ouvriers est augmenté. Et en contrepartie? En contrepartie, les femmes vont sortir de vont retourner à la maison. Et les enfants vont à l'école. C'est le moment où il y a une législation qui oblige les enfants à aller à l'école élémentaire et les femmes sont envoyées pour reproduire. Non? On les fait sortir de l'usine. C'est un change de logique d'exploitation capitaliste. Non? La nouvelle logique est faisons de l'investissement dans la reproduction des ouvriers parce qu'ils vont être plus pacifiés et plus productifs. Non? C'était aussi le moment du passage de l'industrie légère, textile, à l'industrie pesante avec le carbone. Non? Et alors, donc on a l'idée que les hommes sont plus robustes et qu'il vaut mieux une force de travail. Un ouvrier plus fort qui n'allait pas mourir à 30 ans. Et puis on va investir surtout, finalement, en salariant l'homme un peu mieux et en ne salariant plus du tout la femme. Et la femme qui va faire les fonctions de reproduction. La femme, alors, commence un nouveau patriarcat, que j'ai appelé le patriarcat du salaire. Le patriarcat du salaire est la création des relations de dépendance et d'une hiérarchisation. Invisibilisée d'une certaine façon. Où le salaire domestique, le travail domestique est naturalisé complètement, invisibilisé comme type d'exploitation. Et le salaire masculin donne à l'homme
à l'ouvrier le pouvoir de contrôler sa femme, de contrôler son travail. Et ça, c'est très, très important parce que ça signifie qu'il y a toute une forme d'exploitation qui va disparaître. Disparaître de la vue. Parce que disparaître de la vue, et la femme ne peut pas combattre. Pourquoi il n'y a pas le capitaliste, il n'y a pas l'État? Elle se confronte tout le jour avec un homme, se confronte avec son mari. Non? Mais son mari, dans la famille, est le représentant de l'État. C'est vraiment le salaire lui doit le pouvoir d'imposer à elle le travail domestique. Et je crois que c'est pour ça que la violence dans l'entourage de la famille a toujours été tolérée, était partie intégrale du discipline. Pour les violences conjugales. Oui, la violence conjugale et la discipline domestique, du travail domestique. Donc c'est ça, il y a une fonction structurale, économique dans le mode de production de la domination masculine et qui s'exprime notamment par la tolérance à l'égard des violences conjugales. Le salaire comme contrat social entre la classe ouvrière et l'État donne le salarié un pouvoir sur les non-salariés, à commencer des femmes, qui sont, lorsqu'ils sont dépendants dans la maison. Alors que la maison devient une petite fabrique pour les femmes, où on produit les travailleurs eux-mêmes. On voit bien comment cette démarche et ce travail proprement historique de votre part dynamite complètement, la discipline de classe ouvrière telle que les partis communistes ont tenté de l'imposer, avec cette idée que la priorité doit rester à la lutte de classe. Et la lutte de classe, naturellement, c'est une lutte seulement des hommes salariés. Et la question de l'émancipation des minorités. Les femmes ne sont pas de la classe. Elles entrent la classe lorsqu'ils vont à travailler dans l'usine. Non, s'ils sont au ménage, elles ne sont pas part de la classe ouvrière. C'est absurde. Ça renvoie, avec cette idée, donc ce serait des questions secondaires. Et on retrouve un débat extrêmement actuel et des polémiques très vives aujourd'hui au sein de la gauche sur la question plus large de savoir si les combats des minorités sexuelles, racisées, doivent rester sur le devant de la scène, si ça n'est pas préjudiciable, en fait, au combat général. C'est la thèse qui est développée. Bon, la gauche a commencé à parler de le nouveau sujet social, les Noirs, les femmes, comme s'il était quelque chose de nouveau ou de différent de la lutte anticapitaliste. Non? Comme s'il était au dehors. Mais on sait que l'esclavage, par exemple, a été fondamental pour l'accumulation capitaliste. La lutte anticoloniale, maintenant, heureusement. Mais je crois que la gauche doit apprendre beaucoup. C'est toute cette question qu'on appelle beaucoup en France la question de l'intersectionnalité aussi. Ceux qui pensent que les luttes minoritaires ne doivent pas prendre trop de place ont peut-être pour argument ceci, à savoir que ça permet aux forces de la domination en face, cette insistance sur les minorités, finalement de reconduire le système à peu de frais en promouvant des fractions bourgeoises ou dominantes au sein des minorités. Ça, c'est un argument qui peut être recevable. Est-ce qu'il n'y a pas un détournement vers ces questions, disons, sociétales, comme on dit en France, pour laisser tomber la question sociale, c'est-à-dire celle des rapports vraiment économiques? Je pose la question. Quel est votre point de vue là-dessus? Je ne suis pas sûre que je comprenne. Peut-être parce que je viens des États-Unis, où la question des mouvements noirs, des mouvements pour les droits civils, était très, très forte. Mais la question se pose aussi aujourd'hui aux États-Unis. Obama est un bon exemple. Obama n'a pas pris des positions économiques et sociales. Non, il n'a pas. Mais le fait qu'il soit non-blanc en a fait un emblème peut-être un peu en trompe-l'œil de l'émancipation. Parce que les Noirs ont été tant dévalorisés, tant exploités, qu'on ne pensait jamais qu'une personne noire pouvait être présidente des États-Unis, non? Et je crois que son élection a été une mesure de la crise, non? Que le capitalisme, que l'État américain passé, non? Qu'ils ont dû mettre
une présidente noire pour récupérer un peu de légitimité. Oui, mais parce qu'à la fin du gouvernement de Bush, il y avait une crise totale. Non? Oui, mais on voit bien à quel point finalement rien de structurel n'a été résolu par cette présidence. Et par le fait qu'un noir puisse accéder je crois que personne dit que tous les noirs, non, que tous les noirs sont révolutionnaires. Ça, ce n'est pas la question. Je crois que c'est une question très différente. Avant tout, je ne parlerai pas de minorité. C'est une catégorie qui ne me plaît pas. Très bien. Alors ça, c'est déjà quelque chose d'important. Ça, c'est quelque chose d'important. Vous ne voulez pas formuler les choses dans ces termes. Parce que je crois que c'est une catégorie dévalorisante. Non? Minorité signifie que tu n'es pas tant important. Et pas, c'est pas vrai. Je dis toujours que l'accumulation, qu'il faut reconnaître que l'accumulation, et c'est une thème ici, hein, une thèse, que l'accumulation capitaliste n'est pas seulement accumulation des richesses, n'est pas seulement accumulation du travail des travailleurs, mais est aussi accumulation des différences, accumulation d'inégalités, des hiérarchies. Que continuellement, dans chaque phase du développement du capitalisme, le capitalisme a nécessité la création des divisions entre les exploités. Avec le salaire, il a été capable avant tout d'invisibiliser un grand espace d'exploitation. Non? Il a été capable aussi, non, d'user une partie de l'exploité pour contrôler le travail des autres. Et utiliser les hommes pour contrôler le travail des femmes, par exemple. Alors que ces hommes salariés sont dominés. Et aussi les blanches contre les noirs. Non? Et aussi, il a créé des divisions, il a créé une hiérarchisation qui a été très, très importante, non? Pour diviser la classe, pour diviser le prolétariat, pour diviser ceux qui ont été opprimés par le capitalisme. Alors qu'aujourd'hui aussi, hein, on ne voit pas qu'il y a un intérêt commun. Donc, votre position est quand même intermédiaire entre ceux qui font prévaloir la question sociale et qui ne veulent pas entendre parler, enfin, pas mettre au premier plan en tout cas les combats des femmes ou les combats des racisés, et ceux qui au contraire disent que c'est ces combats-là qui doivent être la priorité. Oui, vous avez une position... je crois, c'est pour ça que je dis qu'il est important politiquement, non, de poser dans tous les genres, tous les projets de transformation sociale, la subversion de la division, non, de la hiérarchie, de l'inégalité sur la base raciale, sur la base de genre, non, sur la base de l'âge, par exemple, parce qu'il y a un égisme. Non, je crois que ça, c'est essentiel. Alors, il y a une chose sur laquelle je voudrais revenir, qui concerne ce que vous disiez quand vous souligniez que votre projet n'était pas d'ajouter quelque chose à Marx, même si vous travaillez avec Marx, mais en définitive, de construire tout à fait autre chose, une autre manière de rendre compte du devenir historique et de créer les conditions d'une nouvelle forme d'engagement politique. Vous expliquez que, n'ayant pas vu ce qui était pourtant énorme, à savoir la part du travail féminin dans l'accumulation du capital, Marx donc a totalement laissé ça de côté et a pu développer une idée de l'histoire humaine centrée sur la conviction que le développement industriel, c'est-à-dire ce qu'il pense comme la maîtrise progressive de plus en plus assurée de la nature, était la voie vers l'émancipation. Autrement dit, pour Marx, le passage capitaliste, même avec son cortège de malheurs et d'horreurs, est une étape. Vers était un mal nécessaire. Voilà, un mal nécessaire. Un mal nécessaire. Je ne suis pas d'accord. Pour atteindre une productivité suffisante pour maîtriser la nature. Et vous, en valorisant, en revalorisant, en revisibilisant et en valorisant ce travail non salarié de la domesticité, de la reproduction, de la vie sociale qui était assurée par les femmes, vous dites aussi, c'est une illusion. C'est une illusion. Que d'espérer une illusion, comment dire, techniciste peut-être. Et ça rejoint encore des questions actuelles, notamment avec les accélérationnistes, qui reprennent l'idée de Marx en disant « mais on va arriver à un tel degré de développement technologique que tout le monde va être libéré ». Cette idée mauvaise que la révolution est toujours au niveau plus haut du développement industriel.
Ça vous amène non, aussi à cette qui thèse-là. va à dévaloriser toutes les luttes, comme la lutte anticoloniale, les luttes des femmes, non, qui non, paraissent comme d'autres choses. Et ça vous non? connecte à la question écologique, Oui. évidemment, de manière Et la lutte directe. écologique. Puisque vraiment. la nature Bon, est épuisée par le capital, et bien plus que Marx ne l'avait pensé. On même peut s'il voir l'avait maintenant, vu. je crois que maintenant nous avons non, beaucoup de documentation, d'évidence que l'industrialisation du travail et du monde, non, en réalité, n'est pas en train de construire la richesse, mais va à détruire. Par exemple, on célèbre tous les jours la production digitale, mais vous savez qu'il faut, pour produire la technologie digitale, toute la politique de l'extractivisme, toute la destruction non, de la forêt, du mer, etc., la destruction du sol pour gagner les minéraux qui sont nécessaires pour la production digitale. Non, c'est fait pour produire ça. Non? Alors qu'on ne doit pas seulement se concentrer et voir qu'est-ce qu'on peut faire avec non, la technologie digitale. Il faut demander qu'est-ce que est nécessaire faire pour la construire, pour la produire. Quel est son vrai coût? Si. Alors, si on commence à aller au Congo, aller à l'Amérique latine, non, dans les lieux où il y a un travail de mine non, terrible, hein, on se donne compte que non, Marx n'avait pas raison. Et aussi, il n'a pas vu qu'il y a beaucoup de travail dans ce monde qui ne peut pas être technologisé. C'est ça. Tout le travail de reproduction. Par exemple, le soin des enfants. Non, on ne peut penser. Je sais qu'il y a des pays qui, dans le Japon, ils sont en train de construire des robots. Pour s'occuper des enfants. On les appelle les lovebots. Tu peux prendre une amoureuse robot. Tu peux prendre une servante robot. Mais c'est ça que nous voulons. Qui va être une vie où toute la vie, nous avons tous ces robots qui vont se prendre soin de personnes malades, des enfants. Alors je dis que Marx n'a pas vu, non, que la technologie, non, ne va pas libérer le travail humain. Et alors, que le problème du travail humain, ce n'est pas le manque de technologie, ce sont les relations d'exploitation, de domination. Oui. Vous en arrivez de cette manière, finalement, à revaloriser la situation antérieure à l'essor du capitalisme. Cette situation qui est ces situations communautaires, traditionnelles, peut-on dire, qui sont brisées par l'avènement du capitalisme. En tout cas, contre Marx, vous considérez que le capitalisme n'est pas une révolution progressiste quand il émerge, mais une contre-révolution face au développement du communalisme. Et vous jouez d'ailleurs même ensuite pour aujourd'hui le communalisme contre le communisme tel qu'il est pensé dans l'orthodoxie marxiste. Et alors, est-ce qu'on peut revenir un peu sur ce communalisme des sociétés, j'imagine de la fin du Moyen-Âge et du début de l'époque moderne, qui sont brisées par l'essor capitaliste? Est-ce que vous les idéalisez pas? Ce serait une question, évidemment. Non. Parce qu'elles sont traversées par des relations de pouvoir, elles aussi, ces sociétés traditionnelles. Non, je dis deux choses sur le passé et autre chose sur le présent. Pour le passé, je dis seulement que Marx n'a pas vu et valorisé la lutte du prolétariat médiéval. Non? C'est vrai. Que lorsque je parle d'une contre-révolution du capitalisme comme contre-révolution, je ne parle seulement de la destruction de la relation communautaire, que c'est vrai, mais surtout, non, que le capitalisme est la réponse à tout le monde de lutte, non, à tout le monde de lutte qui se faisait tous les jours, non, mais aussi à la fin du siècle XV avait pris la forme de guerre paysanne. Il y a vraiment des guerres paysannes. La grande guerre paysanne, si. de Thomas Müntzer. Müntzer en Allemagne, non? Donc en fait, le capitalisme serait une réponse à la crise du féodalisme, finalement, à l'émancipation communaliste face au féodalisme. Ça, c'est une reconduction de la domination. C'est une crise de travail, des commandes sur le travail, non? Et je ne crois pas qu'il a été le seul facteur,
naturellement, mais je crois que la tradition marxiste n'a pas donné suffisamment de poids à la lutte qu'ils ont fait. Et les mouvements, par exemple, hérétiques, qui avaient toute une idéologie sociale. Non? Et bon, c'est pour ça que je parle de la contre-révolution. Et je n'ai pas idéalisé le monde des communes médiévales. Et jamais je dirais qu'il faut retourner. Non, il n'y a pas de retour au passé, naturellement. Il y a les relations communautaires qu'on doit construire aujourd'hui doivent être quelque chose de nouveau. Elles doivent être produites avec des luttes nouvelles. Ce n'est pas un retour au passé. En vous lisant, il y a une chose qui me frappe aussi, c'est la façon dont vous valorisez, pas en termes monétaires, pas en termes marchands ou lucratifs, mais dont vous restituez sa valeur au type de tâches assignées au féminin, à savoir les tâches domestiques, élever les enfants, la reproduction sexuelle en elle-même. Donc finalement, ce qui peut être un peu contre-intuitif quand on a une idée un peu toute faite et erronée sans doute du féminisme, finalement, comme rejet des tâches féminines traditionnelles, on a plutôt le sentiment que vous les abordez autrement, ces tâches féminines traditionnelles. Et vous leur mettez une autre place, beaucoup plus valorisée, beaucoup plus visible, justement, dans un système de production voué à être commun. Beaucoup de temps, les féministes aussi ont contribué, pas tous les féministes, mais bon, Simone de Beauvoir, on a un peu dévalorisé, non, la maternité. Il y avait des fameuses féministes qui ont dit que la procréation au dehors du ventre des femmes ça serait une libération. Tout à fait. Non? Donc vraiment, dans cette fuite en avant technique. Exactement. Et alors, je crois que c'est parce que non, elles ne peuvent pas se détacher de l'organisation de la procréation du travail ménager comme il est organisé aujourd'hui. Elles ne le conçoivent que comme ça. Comprendre que potentiellement, ça pourrait être un travail très, très créatif. Non? Parce que qu'il y a de plus créatif que non, prendre soin, éduquer, parce que c'est la création d'une société nouvelle. C'est la création d'une société nouvelle. Et c'est quelque chose d'ailleurs qui n'a pas nécessairement vocation à être purement féminin. Oui. Et bon, la reproduction est préoccupée avec tous les aspects de la vie. Non, les femmes ont travaillé pas seulement à reproduire la vie, mais aussi à aider les gens à mourir. Non? Tout le travail d'aide, des soins pour les personnes malades. Je crois qu'on ne voit pas qu'est-ce que c'est vraiment la reproduction. Reproduction signifie relation avec l'environnement, la nature, non? Alors, sont des relations, activités, tâches plus importantes de notre vie. La nourriture, non? Par exemple, il y a beaucoup de cultures qui passent à travers de la cuisine, non? Alors, je crois, et de nouveau, je répète, que la façon non, répétitive, isolante non, et paupérisante du travail domestique nous a fait perdre de vue la potentialité de ce travail. La potentialité créative. Oui. Oui. Yeah, parce qu'un des problèmes que nous avons vu comme femmes, mais comme société, a été que toute l'organisation de la reproduction sociale a été atomisée, non? A été construite d'une façon qui a divisé les gens, et surtout les femmes l'une de l'autre. Non? Que dans tous les siècles, beaucoup des siècles XX, par exemple, les femmes ont travaillé à ménager, chacun dans sa maison, séparée de les autres. Oui. Alors, tout ça sans moyen de communiquer. Tout ça fait que le travail domestique se fait très, très lourd. Et encore plus, et encore plus difficile quand il est structuré comme ça. Je crois qu'il faut réinventer la reproduction. Je crois que le change social commence aussi avec une réorganisation des tâches de la reproduction, avec des formes plus communautaires, plus coopératives, non? Il y a une valeur vraiment subversive, par exemple, du fait que les hommes s'occupent des enfants, ce qui arrive de plus en plus. Mais pas isolé, non, parce que maintenant, il y a une individualisation de la vie qui est terrible, non?
toute la vague néolibérale cherche de nous individualiser, de nous faire penser que notre subjectivité n'est pas créée, ne se développe pas dans un système de réseau de réciprocité, non? Et qui ne donne pas valeur à la solidarité, à la coopération, non? Mais toujours, on pense qu'on doit compéter, la compétition avec les autres. Non, non. Alors, je ne sais pas le monde qui... Oui. La concurrence instituée comme oui. système et comme aiguillon nécessaire à toute activité humaine, oui, en vue de la performance. Oui. Oui. Et donc cette sphère, justement, cette sphère du travail commun... C'est ça que je dis. Je dis que s'il fut organisé dans une façon différente, la reproduction pourrait être reconnue comme une activité créative, non? Ce qui rend le travail ménager, la reproduction, tant opprimante, non? C'est la façon dans laquelle les femmes sont obligées à le faire, sans ressources, dans une situation de dépendance, tous les jours le même, beaucoup de travail, pas de possibilité de temps pour se récupérer, pour faire autre chose, non? Et je crois que ça a fait le travail ménager tant lourd qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes jeunes disent « Moi, j'étais une de ces jeunes que je dis toujours « Ah, moi, jamais le travail ménager, non? » Mais bon, on le doit faire parce que c'est la reproduction de notre vie. Ce n'est pas impossible de vivre sans le faire, sans se prendre soin, non, de notre ami, de notre famille, de notre mère, père, etc. De la nature, parce que le travail de reproduction, non, comprend aussi le travail de la nature. Ce type de démarche vous connecte aux problématiques du care. Oui. Qui ont aussi été développées abondamment en France. Cette idée du care, qui est, ceci dit, pour ce qu'on peut en voir ici, quand même liée à une forme de réformisme modéré, peut-être à tort, hein, mais on a le sentiment que celles et ceux qui mettent en avant la logique du care sont, disons, pas portés à remettre en cause très radicalement l'ordre de la domination. Bon, alors, pour moi, je veux dire très clairement, non, que pour moi, toute cette réforme, tous ces changes, les communautaires, créer de nouvelles communes, la solidarité, non, doit s'installer dans une vision de lutte pour les transformations sociales. Ça signifie une lutte pour changer la logique qui organise la société. On a l'impression que le care, ce n'est pas toujours le cas, justement. Le problème avec le discours de care est que beaucoup de fois, c'est seulement idéalisé ou célébré, non? Une relation plus humaine, relation de soins, mais pas toujours, non? Elles sont dans une vision plus large de lutte qui est finalisée à supérer le capitalisme. C'est ça. Parce le que care comme système, c'est beaucoup plus subversif que le care comme pansement, finalement. Ça? On peut voir aujourd'hui que le système capitaliste ne peut pas garantir notre vie. Non? Qu'il a créé la guerre permanente, beaucoup de destruction de vie et aujourd'hui une paupérisation mondiale. Alors, il n'est pas soutenable. Non? Il ne se pas... on doit faire toutes choses, je crois, à partir du présent, non? Pour commencer à créer un système social différent, qui marche avec une logique différente. Pas une logique de marché, d'accumulation privée, non? Une logique statiste, non? Étatiste, oui. Il faut récupérer dans notre main les conditions fondamentales de notre reproduction. Ça, c'est ma position aujourd'hui. Et c'est le féminisme que je veux voir, qu'espère, non, va se développer. Merci. J'avais une dernière question. En tant qu'historien professionnel, puisque par ailleurs, je fais de l'histoire, j'entends souvent à propos de vos travaux
un type de reproche assez classique de la part des historiens de profession qui ont tendance à avoir du mal à sortir de leur domaine de spécialisation ou à être très méfiants dès qu'on propose des schémas interprétatifs généraux, voilà. Notamment à propos de la chasse aux sorcières. Des historiens qui contestent, par exemple, l'idée qu'il y aurait dans la chasse aux sorcières une logique structurale telle que vous la décrivez. Ça me fait beaucoup penser aux reproches qui ont été faits à quelqu'un que vous citez très peu, mais qui a le même type qui a eu le même type de démarche transhistorique, conceptualisante et politique. Je parlais de Michel Foucault, à qui on a beaucoup reproché, les historiens ont beaucoup reproché, par exemple dans un livre qui s'appelle « L'impossible aux prisons », où on le confronte à des historiens qui lui reprochent de ne pas être assez précis et qui lui avancent toujours des contre-exemples empiriques à sa théorie générale. Oui, parce qu'ils sont à la recherche du fait. Non, des choses empiriques. Mais tous les grands schèmes théoriques, les grandes visions ne peuvent pas être évidenciées, documentées empiriquement. Non? Alors, on doit toutes les fois faire une synthèse qui va au-delà nécessairement. Il n'est pas possible de donner des faits empiriques, des détails empiriques à une synthèse historique. Non? Et ça, je crois que c'est une vision très aveugle. J'écris un texte méthodologique qui est inclus dans mon dernier livre qui s'appelle « La chasse aux sorcières, sorcières et femmes ». Et c'était la première introduction que j'ai pensée pour Caliban et la sorcière. Et c'est une réponse à ces objections, alors? Oui, que c'est vraiment méthodologique. Et je vais montrer que, par exemple, comment expliquer qu'il y a aujourd'hui un processus d'accumulation originaire qui évoque l'accumulation originaire. Quelle documentation, quelle évidence, quel fait empirique on pouvait user. Et je donne des exemples. Je dis non, une historienne du futur qui aurait intenté, désiré d'étudier le siècle XXI, aurait des difficultés à prouver, à démontrer que nous sommes en train de vivre un nouveau processus d'accumulation originaire, d'accumulation primaire. Parce qu'il aurait été vraiment très difficile de pouvoir prendre des faits, des détails, des situations empiriques. Je crois que la logique structurelle, elle est sur un autre plan que celle des simples faits. C'est seulement en mettant ensemble beaucoup de choses qu'on peut voir. C'est seulement lorsqu'on se lève sur une cité qu'on peut voir le schème d'une ville. Si on est dans la rue, on peut voir seulement un bâtiment. Pour voir le schème de la ville, on doit s'éloigner de la ville. C'est la même chose avec l'histoire. On doit prendre du recul. Oui. Merci beaucoup, Silvia Federici. Merci à vous. Merci.